devrions tous en apprendre un peu plus. Je vous invite tout de suite, si vous le pouvez, à préparer pour la période d'échange de cette table vos contributions ou des questions pour que nous puissions en profiter ou en discuter. L'idée, vous le comprenez, c'est de co-construire un portrait de la situation, de comprendre les possibles et, si ça se peut, les conditions gagnantes, tout ça, bien sûr, pour le profit de tous. Donc, vous l'aurez compris, cette table, vous allez faire diffère quand même des ateliers ou des activités de formation, disons, plus traditionnelles, parce que la grande richesse de nos tables, c'est le collaboratif, la mise en commun de tout ce que chacun a comme bagage ou comme expérience ou simplement comme idée sur le sujet. On est là pour s'aider les uns les autres. Toutes les questions, toutes les réflexions, toutes les idées sont donc à mettre sur la table aujourd'hui. Nous visons, vous l'avez compris, un bénéfice collectif réel, tangible. Merci de participer. Les habitués savent déjà, au début de chacune de nos tables, il y a une courte présentation pour bien lancer les échanges. La rencontre d'aujourd'hui ne fera évidemment pas exception. Alain mentionnait, nous avons le grand plaisir d'accueillir à notre table Mme Carole Leroy. Je vais vous la présenter de façon un peu plus étoffée à l'instant. Et vous allez le voir, sa présentation va nous permettre de prendre la mesure de ce qui se passe pour bien démarrer notre période d'échange. Dernier point, si je regarde encore la liste des participants d'aujourd'hui, nous avons 20 quelques sites d'un peu partout au pays. J'invite chacun de vous à profiter de cette tribune pour enrichir ce que nous souhaitons avoir comme bagage, tant en ce qui concerne le savoir que le savoir-faire. Voilà donc pour ces quelques mots d'introduction que je trouve toujours trop longs, mais qui doivent être là, je pense bien, pour au moins situer ce qui se passe. Sur le thème « Apprendre avec les médias sociaux en FAD », nous avons le plaisir d'accueillir Mme Carole Leroy. Quelques mots de présentation juste avant de lui céder le micro. Et je me retourne ici, voilà. Mme Leroy est titulaire d'une maîtrise de sciences en sociologie et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en technologie de l'information et environnement d'apprentissage de l'Université TÉLUQ. Elle est présentement étudiante au programme de doctorat en technologie éducative à l'Université Laval. Conceptrice pédagogique depuis 2007 pour l'Université de Saint-Boniface, Carole Leroy a été auparavant responsable des sites web de cet établissement de 1998 à 2007. Présidente directrice de Contactis, j'espère que je le dis correctement, Carole, donc Contactis Inc. depuis 2008. Elle assure la bonne marche de cette entreprise qui offre des services de conception pédagogique, de rédaction et de traduction. De 2010 à 2012, elle a été présidente de l'Association manitobaine de formation et d'apprentissage distribué, l'AMFAD, et responsable de la planification de son congrès annuel en 2011 et 2012. Présidente et fondatrice de l'Association canadienne des concepteurs et des conceptrices pédagogiques depuis 2011, elle fait partie du comité des activités et des communications aux membres. Enfin, il faut le mentionner, Mme Roy est aussi membre du conseil d'administration du RFAD. Sur ces très courts mots de présentation, Carole, vous avez les quelques plus ou moins 10 prochaines minutes pour démarrer cette rencontre avec ce que vous nous avez préparé. Merci beaucoup d'être là. Le micro est à vous. Merci. Je vais juste vous avertir que je vais fermer la caméra pendant la présentation, puis je reviendrai à la fin. Ça me dérange un petit peu de me voir. Puis je pense que vous n'avez pas besoin de ça non plus. Donc, je reviens tout de suite après la présentation. Donc, alors aujourd'hui, pour amorcer la discussion d'aujourd'hui, je vais vous faire part attendez une seconde, il faut que je me positionne un peu mieux. Voilà. Du cas vécu d'une conceptrice pédagogique qui a vu transformer sa citrouille en salle de classe, mais vous le savez, au dernier coup de minuit, le bal s'est terminé. J'ai choisi de vous raconter mon histoire au pays des cours avec les médias sociaux parce que c'est loin d'être une histoire de conte de fées et c'est même pas une histoire à succès tout à fait. Mais c'est une aventure qui m'a permis d'avancer dans ma réflexion, puis j'espère que vous allez m'aider à aller un petit peu plus loin et peut-être même partager vos expériences. Lorsqu'on m'a demandé à l'université, on m'a demandé d'enseigner en classe. Alors moi, je suis conceptrice pédagogique, je suis dans les cours autoportés en ligne. Alors j'ai immédiatement refusé en leur expliquant que je ne pourrais pas faire un cours traditionnel du tout et que je ne pense pas qu'on apprécierait la tournure des événements. Puis finalement, on jase, on négocie et j'ai finalement accepté à la condition, évidemment, d'avoir
carte blanche. Il s'agissait d'un cours en administration des affaires, les systèmes d'information de gestion. Bon, c'est un cours, en fait, sur les systèmes de communication. On ne parle pas d'ordinateur, on ne parle pas de logiciel, on ne parle pas du matériel, parce que ces outils-là ne peuvent pas fournir aucune information comme telle à l'entreprise. Ils fournissent seulement des données, donc des chiffres, souvent. Il faut surtout être capable de comprendre ces données-là. Alors, la matière en soi est extrêmement large. Le cours, par ailleurs, ce cours-là mettait l'accent sur les outils qui sont utilisés aujourd'hui, c'est-à-dire les nouvelles technologies et le réseautage, donc tout le numérique. Aujourd'hui, les compagnies utilisent les outils du Web 2 et du Web 3, selon la conception qu'on en a, bien entendu, pour faire ce genre d'ouvrage-là. Donc, je résume, je synthétise là, excessivement en vous disant qu'il s'agissait finalement de toutes les informations que les compagnies peuvent obtenir lorsque vous faites des achats ou à chaque fois que vous allez sur leur site, sans même avoir fait d'achat. Et là, j'arrête ici parce que je ne voudrais pas vous donner des cauchemars. Donc, ça, c'est l'idée du cours. Dans les récits qui décrivent les situations d'apprentissage avec les médias sociaux, on parle souvent de Facebook. Hein? Et on va les utiliser pour présenter la matière. Très souvent, on nous explique qu'on veut présenter la matière dans Facebook ou à la rigueur pour lancer une discussion. On parle aussi beaucoup d'Instagram et de Twitter, un peu moins, mais ça commence à être plus présent le présentement depuis quelque temps. Pour ma part, les médias sociaux sont des moyens d'expression des apprenants et des apprenantes, et ce n'est pas un outil de décision du professeur. Parce que l'étudiant récepteur nous ramènerait évidemment à l'enseignement traditionnel, et c'est pas vers ça que je voulais m'en aller. L'intention ici était d'utiliser les médias sociaux pour enseigner, c'est-à-dire pour aborder un ou des thèmes sur plusieurs semaines avec les médias sociaux. Donc, tout devait se passer avec les médias sociaux, donc sans horaire, sans présence, avec seulement une activité de réseautage. Les étudiants devaient pouvoir publier un message pertinent et médiatiquement efficace et retirer des informations de ce qui était publié par les usagers de son réseau. Une utilisation optimale demande évidemment une grande habileté de communication, mais ici, il devait simplement être fidèle au sujet, c'est-à-dire le sujet général du cours ou à la rigueur du thème sur lequel on était en train de travailler pendant la période en question. Il devait pouvoir cibler un élément à promouvoir et réagir de façon appropriée aux commentaires des autres. On a utilisé Twitter et Instagram en mode privé seulement pour des raisons de sécurité. Twitter et Instagram ont des fonctions très différentes et ont donc des effets médiatiques différents. Et ça faisait partie de ce que je voulais leur faire comprendre et leur faire exploiter. La structure du cours prévoyait quelques semaines de cours par les médias sociaux. J'ai réduit ça très, très rapidement à 2 semaines. Cette participation-là était évaluée et évidemment, l'utilisation des 2 médias devait commencer dès la première semaine. Alors, ce qui est arrivé, c'est que lorsque je me suis assise à mon bureau, pour préparer le cours, j'ai immédiatement été confrontée à un problème. J'avais une double vision, celle de la conceptrice pédagogique et celle de la chargée de cours, parce qu'il s'agit de 2 rôles différents et qui exigent chacun de se positionner à partir d'un angle très différent. Et pour arriver à offrir, à mon avis, un produit optimal, il faut endosser les 2 côtés de la médaille en même temps. Et ça présente en soi un petit peu de contradiction, un petit peu de conflit. Et ça a été, il fallait m'ajuster assez rapidement. Je me rendais bien compte que l'écart entre les cours traditionnels auxquels les étudiants sont habitués allait être assez difficile à surmonter et que la formule imposée serait déstabilisante pour eux. Parce qu'à mon avis, le principal problème ici, c'est pas vraiment la nouveauté, c'est pas même l'utilisation des médias sociaux, c'est pas ça le principal problème, mais c'est plutôt le fait qu'ils n'ont plus de repères quand ils arrivent là-dedans. Quand on se présente à un cours, quel que soit le cours et quelle que soit la personne d'ailleurs, le premier réflexe qu'on a, c'est de repérer les éléments qui sont familiers. Et une fois qu'on les a repérés, on s'accroche à ça. On fait tout ça.
parce que c'est à partir du connu qu'on va aller vers l'inconnu. Et bien entendu, ils connaissent ils utilisent les smartboards, ils sont dans les médias sociaux, ils utilisent les logiciels, etc. On fait tout ça même en classe. Mais on le fait généralement dans un contexte qui est beaucoup plus proche du traditionnel que ce que j'avais l'intention de faire. Alors, ce type d'enseignement, parce que ce type d'enseignement-là n'est pas très fréquent et certainement pas dans cette discipline, ou en tout cas pas dans cette université. Il fallait donc les déstabiliser pour ébranler leur habitude et leur donner la chance de voir leur apprentissage d'une nouvelle façon. Et ça, il fallait faire ça très vite parce qu'on commençait rapidement. Il faut dire ici qu'à l'USB, les cours se donnent en 2 périodes d'1h30 par semaine. Et ça, c'est affreusement mauvais pour créer une dynamique et amener la participation, mais bon, il faut faire avec. Excusez. À la première séance, la TP a donc fait une petite mise en scène. Dans une salle qui n'était pas une salle de classe, comme vous voyez, j'ai déposé des chaises de façon désordonnée, j'ai mis des tables, il y avait des accessoires différents sur les tables, à gauche, à droite, il y en avait un peu plus que ce que vous voyez là présentement. Il y a un ordinateur ici, il y avait des crayons, des différentes choses. J'ai placé, c'est-à-dire un tableau vert à l'entrée de la salle. Vous savez, il s'agit d'un vrai tableau vert, comme on avait là, à l'époque. Avec qu'on écrit une craie jaune dessus, là, donc c'est très classique. Et sur le tableau, je les saluais et je leur disais de prendre une place sur une chaise, mais ils ne devaient pas déplacer l'orientation de la chaise. Ça pouvait rester tel quel. Moi, je n'étais pas dans la salle pour les accueillir. Alors, une fois qu'ils ont été installés, j'arrive, je leur dis bonjour et je commence, comme on le fait toujours, par le plan de cours. Je présente tout simplement le plan de cours en me promenant dans la salle au travers eux. Tantôt, je suis devant eux, tantôt, je suis à l'arrière d'eux, etc. Et après, à un certain moment donné, je leur demande comment ils se sentent. Puis là, ils me disent qu'ils sont désorientés, qu'ils sont étonnés, ils ne savent pas trop comment se situer par rapport à ça. Alors, je leur dis, c'est bien parfait parce que c'est ça que je veux. Parce que je leur dis que c'est comme ça qu'ils vont se sentir quelquefois dans ce cours-là, parce que des choses complètement différentes, nouvelles qui vont arriver. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est prévu, on est là pour ça. Parce que oui, je voulais leur faire comprendre qu'avec ce cours-là, ils entraient dans un nouveau monde, que les choses allaient être différentes. Mais, voyez-vous, il n'y a rien de plus confortable ni de plus attirant que le connu, que l'habituel. L'étudiant, je pense, a horreur du changement. Ici, je parle de changement là, parce que c'est un vide pour eux autres. C'est pas le changement en soi, c'est le fait qu'il n'y a pas de prise sur leur habitude. Il n'y a pas quelque chose de connu. Donc, qu'est-ce que j'ai constaté? En quelques mots, premièrement, à la première séance, je leur ai demandé s'ils connaissaient les médias sociaux, évidemment. Ils ont trouvé ça très drôle, ils ont bien ri, ils ont trouvé ça vraiment sympathique et ils m'ont répondu, évidemment, que c'était eux, la génération de l'Internet, donc ils n'avaient plus rien d'autre à dire. En fait, vous vous en doutez, ils connaissent pas tellement les médias sociaux. Mais ça, je m'attendais à ça. Je n'ai pas été vraiment surprise. J'avais un petit peu mal calculé leur niveau d'incompétence ou à quel endroit ils sont incompétents ou ils manquaient d'expérience par rapport aux médias sociaux. Ils les connaissent, ils les utilisent, mais en tant qu'usagers moyens. Et dans la grande majorité des cas, ils sont des usagers passifs, comme d'ailleurs la grande majorité des usagers qui sont sur les médias sociaux. Je me suis vite rendu compte qu'ils n'utilisent pas spontanément les outils de publication des médias sociaux. En tout cas, pas la richesse qu'on a là. Et ça, c'est devenu un gros problème. Les cas qui sont décrits dans la littérature, si vous remarquez, on va souvent indiquer qu'une partie du cours consiste à apprendre à utiliser un média. Mais ici, dans ce cas-là, il devait fonctionner immédiatement avec les outils. Il ne s'agissait pas d'un cours sur les médias, mais avec les médias. Ils connaissent mal les contraintes d'écriture. Ils ne savent pas s'exprimer avec les médias sociaux de façon générale, mais ça, c'est assez difficile pour tout le monde. Je parle évidemment de façon optimale, mais c'est d'autant plus difficile pour une communication qui est très précise, très orientée. Alors ici, ils devaient s'exprimer en tant que gestionnaire.
Avec Twitter, on a une contrainte des 140 caractères pour attirer une clientèle et pour répondre de façon articulée à un usager. Avec Instagram, on doit trouver une image appropriée et y joindre un commentaire simple et convaincant. Mais il faut aussi pouvoir retirer des informations pertinentes des commentaires qui sont publiés par les autres. C'est là que ça devient un peu moins évident. Et puis il y a aussi, pour l'étudiant et l'étudiante, l'importance de l'environnement. Pour eux autres, c'est très difficile et peut-être même impossible d'adapter un nouveau style d'apprentissage lorsque tout ce qui les entoure est traditionnel. Autrement dit, pour qu'un cours qui était aussi en dehors du traditionnel puisse fonctionner, je pense qu'il doit y en avoir quelques autres dans le même programme, en tout cas, pour faire en sorte d'enlever la barrière de l'inconnu, premièrement, et pour créer une espèce d'effet d'entraînement. Dans ce type d'environnement, l'étudiant doit adopter un autre rôle que ce qu'il joue actuellement. Ici, il devait intervenir en tant que gestionnaire. Ce n'est pas comme futur gestionnaire, mais comme gestionnaire actuel. Mais l'environnement physique ne permettait pas cette représentation-là. Au contraire, l'environnement les replongeait constamment dans le traditionnel. Et je pense que ça, c'est une autre difficulté. Et puis, il y a une question aussi de la charge de travail. Demander à des étudiants, de devenir des acteurs, des étudiants actifs dans un contexte de ce style-là, c'est les obliger à déployer beaucoup d'énergie, en tout cas plus d'énergie que dans un contexte traditionnel. Ici, précisément ici, ils devaient constamment, à tous les jours, faire quelque chose. Soit aller sur Twitter, soit poster quelque chose dans Instagram, au moins lire ce qu'il y avait. Mais le cours leur était constamment rappelé à tout moment de la journée. Il n'y avait pas de période précise, donc c'était évidemment ouvert tout le temps. Et à partir de là, ils se sont sentis complètement surchargés, alors que tout ce qui était en deçà du 9 heures recommandé, tout ce qu'on leur demandait allait largement en deçà du 9 heures recommandé là, comme activité pédagogique par semaine. Donc, c'est un cours dont ils vont certainement se souvenir, je crois bien, et j'ai pu voir un progrès entre leur rendement avec les médias, entre le début et la fin de la session, oui, mais c'était loin d'atteindre les résultats que j'avais espérés. Alors maintenant, je me demande comment est-ce que je pourrais corriger certains éléments. Et je me demande aussi, j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce que vous avez, vous autres, comme expérience. Voilà. Merci tellement. C'est au-delà de la métaphore, c'est un cas très pratique, mais d'une expérience assez unique. Et on va vraiment partir de cette question-là que vous posez, Carole, pour lancer les échanges. J'aimerais ça avoir une première réaction, soit ce que Carole vient de mentionner, ou des expériences apparentées. On a beaucoup de participants autour de la table et je suis certain que plusieurs ont des expériences très pertinentes. Donc, ne soyez pas gênés de prendre la parole. C'est l'espace, l'endroit pour le prendre. Et je vois déjà une main levée du Cégep de Matane. Monsieur Bélanger. René Bélanger du Cégep de Matane. Carole, tu veux remettre ta caméra également? Je l'ai. Oh, excusez. Voilà qui est fait. Merci. Excellent. Encore merci Carole, c'était éclairant comme expérience parce que vous avez amené plusieurs éléments sur les moyens d'expression des étudiants. La porte d'entrée ne passait pas par quelqu'un qui enseignait, mais par quelqu'un qui apprenait avec des moyens nouveaux, puis on va s'en reparler, mais de passer, d'enlever les barrières de l'inconnu, même si c'est des clientèles qui, en principe, connaissaient les médias sociaux, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas tout à fait le cas, du moins pas à des fins d'enseignement-apprentissage. On va en reparler. Je m'excuse d'avoir pris trop de temps. Monsieur Bélanger, c'est là de m'attendre. Et pour d'autres, n'hésitez pas à lever la main, on passera directement à vous après. Bonjour. Oui, donc vous m'entendez. René Bélanger. Moi, la question m'intrigue beaucoup. Je trouve ça intéressant de la manière que vous l'avez amenée.
Nos étudiants, dans le contexte, vont suivre un DEC au complet de 3 ans en formation à distance, vont être jumelés parfois avec des étudiants en classe, parfois c'est juste un groupe à distance. Puis les médias sociaux jouent un rôle, mais on ne l'encadre pas dans le sens que on sait qu'ils ont créé une page à côté, puis il y a beaucoup d'entraide dans l'apprentissage qui... Puis justement, ce matin, on en parlait, on va aller sonder un petit peu parce qu'on a des étudiants qui sont finissants au mois de mai, puis on a une nouvelle cohorte qui rentre en septembre. Puis je voulais aller doser justement, eux, est-ce que ça leur a aidé à la persévérance? Et c'est un groupe informel où ils s'entraident entre eux, ils communiquent l'aspect social qui se fait autour de ça. Mais je suis convaincu que ça leur aide à persévérer, juste l'effet de groupe et s'entraider par rapport à la matière de cette manière-là. Fait que je trouve l'aspect, je veux consolider ça encore plus, je ne sais pas trop comment le structurer, mais je sais que ça a un aspect important dans la motivation, puis la persévérance, puis la compréhension commune entre les pairs. Hein. Fait que je trouve ça le fun. Je veux peut-être aller d'une place plus structurée, mais je suis très conscient que ça a un impact là, important pour les étudiants à distance. Carole, vos commentaires sur la persévérance, motivation que ça a apporté, parce qu'on leur demandait de passer d'une approche souvent où il n'y a pas trop d'action à entrer dans l'action. Et qu'est-ce que ça a eu comme effet sur leur persévérance, justement? Ben, là, il y a deux choses. Là. Si je reprends l'expérience qu'on vient d'indiquer, par rapport à la persévérance comme telle, je pense que c'est, premièrement, ça dépend de quoi on parle, de quels médias sociaux on parle. Moi, je parlais vraiment du mobile, des appareils mobiles. C'est évident que ça fait partie de leur conversation aujourd'hui, là. C'est comme ça que les étudiants parlent entre eux, même à quelques pieds de distance. Là, ils vont échanger par Twitter, ils vont échanger par les médias sociaux. Donc, c'est très certain que pour eux autres, c'est très familier, c'est très habituel de faire ça. Et pour créer une communauté, c'est très évident que c'est de la communication d'aujourd'hui. Donc, là-dessus, je pense que c'est un plus. Et que ça devrait être... mais je ne suis pas certaine que ça a besoin d'être tellement encadré, par exemple, pas dans ce contexte-là. Là-dessus, je me gratterais un petit peu la tête, puis je me demanderais, et puis peut-être qu'il y en a qui l'ont essayé davantage, mais je ne serais pas portée à l'encadrer trop si on veut justement que les apprenants prennent la place. C'est toujours un problème entre laisser libre et donner un peu de structure. On risque de briser la spontanéité à ce moment-là. Là. Mais je pense, moi, définitivement que ça fait partie de la communication aujourd'hui. C'est par ça on doit passer à ça, on doit s'en servir, on doit l'intégrer à de la formation. On n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on échange aujourd'hui un peu partout. Et d'ailleurs, moi, je suis rendue maintenant non seulement à m'intéresser aux médias sociaux, mais à m'intéresser plus précisément, je m'excuse, il faut que je plug mon petit topo ici, là. Je m'intéresse beaucoup aux emojis. Je pense que les emojis aussi sont importants. Je pense qu'il faudrait développer ça davantage et comprendre un peu mieux comment s'en servir pour justement rejoindre, parler de façon, parler avec le langage des médias sociaux. Je ne sais pas si ça répond, là, mais c'est à peu près ça. Merci beaucoup. Michel, il y avait Fabio qui avait levé la main. Oui, mais il y avait également M. Fournier qui posait une question à 275 000 sur le plagiat. Apprendre avec les médias sociaux, d'accord, mais qu'en est-il du plagiat? Comment peut-on le gérer? Carole, est-ce que tu as des pistes? Ben, moi, le plagiat, depuis des années, là, en formation à distance, avec les cours en ligne, je trouve que c'est toujours un petit peu la même chose. Je réponds toujours un peu la même affaire. Moi, ce que je leur demandais, ce qu'ils devaient faire là, présentement dans ce cours-là, voyez-vous, c'est faire une publication et répondre aux autres. C'est très difficile de faire du plagiat, là, parce que c'est vraiment, on avait des discussions en cours, en classe, parce qu'il y avait des sessions en classe, et c'est à partir de ça qu'il devait y avoir une continuité. Donc, on plagie sur quoi? On plagie parce qu'on répète ce qu'on a entendu en classe, mais il n'y a pas de problème avec ça.
c'est une production qu'il devait faire. S'il allait me chercher quelque chose de l'extérieur, c'est très évident que ça ne rentrait pas dans le sujet, là, ça ne rentrait pas là-dedans. Donc, ça leur donnait strictement rien de faire ça. Donc, pour moi, ça a toujours été une façon de contourner le problème du plagiat en utilisant des productions qui doivent nécessairement être originales parce que c'est tiré du cours, c'est tiré directement des conversations, c'était répondre aux messages qui apparaissaient dans Twitter. Donc, il faut que tu répondes à ce message-là, c'est ça qui compte. Donc, c'est à ce moment-là que ça leur donne plus rien d'aller copier, là, ou d'aller prendre des choses à l'extérieur. Donc, c'est plutôt de cette façon-là que j'ai toujours aménagé cette façon de faire. Et dans les cours autoportés qu'on fait, c'est des cours beaucoup en traduction, et Dieu sait que la traduction qui peut copier énormément parce que tout a été traduit, et on n'a pas eu de cas majeurs de plagiat. Là. Donc, ça, je pense que ça dépend comment à partir de quel angle tu le fais. Monsieur Fournier, ayant ouvert la porte, je vais de façon éhontée faire la publicité pour notre colloque. Sécurité en ligne, plagiat, cyber-intimidation, les défis en formation à distance au mois de mai. Il y avait le Fadio également, Michel, qui avait la main. Hein? Oui. Il y a une autre question. Allons-y du côté du Fadio, mais juste pour ajouter ce qui vient d'être dit, ce que je comprends, et sur ce qu'on va peut-être revenir un petit peu plus tard, la nature même de la conception pédagogique peut avoir un impact direct sur la nature du plagiat, la quantité possible de plagiat. Ce qu'on demande aux étudiants de faire, si la conception pédagogique implique des réponses personnelles ou un projet particulier, difficile à ce moment-là d'aller faire du copier-coller ailleurs parce que c'est pas ce qui est demandé comme aboutissant pour les étudiants. Donc, ça peut faire une grande différence. On y reviendra peut-être. Au FEDIO, on vous a fait attendre depuis longtemps juste faire carré 6 pour enlever la sourdine et le micro est à vous. Parfait. Bonjour, Daniel Labillois du Collège de Gaspésie-des-Îles, le campus de Carleton-sur-Mer. Tout d'abord, Mme Roy, bravo. Bravo pour l'audace dans l'expérience et merci de la partager, c'est très intéressant. Mme Roy, moi, ma question, quand on regarde votre expérimentation, on peut dire que quand on aborde le paradigme de l'enseignement, de l'apprentissage, on peut voir que cette expérimentation-là est vraiment centrée sur l'apprentissage et elle est là à un fort niveau. Ma question est, est-ce que ce type de situation pédagogique-là, est-ce que les étudiants dans le programme dans lequel ils sont, est-ce qu'il y a d'autres enseignants dans le programme qui ont expérimenté ce type ou que c'est une intervention isolée? Puis, deuxièmement, est-ce que ces étudiants-là, antérieurement, dans leur historique d'apprentissage, est-ce qu'ils étaient dans une réforme, si je prends l'exemple au Québec, bon, le primaire, secondaire, les jeunes sont beaucoup par projet, ainsi de suite. Ça m'intéresse beaucoup parce que non seulement, ce qui m'intéresse, je trouve ça très intéressant de voir l'écart dans la maîtrise des médias sociaux, mais cet écart-là, je pense qu'en toile de fond, en arrière-plan, il faut aussi voir où situait l'historique d'autonomie d'apprentissage de l'étudiant là-dedans. J'aimerais ça vous entendre un peu là-dessus, Mme Roy, s'il vous plaît. Bien, évidemment, vous soulignez certainement un aspect dont j'ai rapidement mentionné. Je pense qu'il n'y a pas de cours, on utilise très peu ce genre d'apprentissage-là, OK? De façon générale, en classe, dans l'université ici. Donc, et c'est pour ça que je mentionnais que je me suis aperçue que ça posait un problème. C'était trop nouveau, c'était trop hors contexte, c'était trop hors repère. C'est pour ça que j'ai parler de vide, là. Il y avait rien pour les acclimater, pour les structurer par rapport à ça, même structurer dans une non-structure, là. Si j'avais eu à poursuivre, parce qu'il était question que je donne encore le cours une autre fois, ben j'aurais automatiquement, déjà j'avais l'idée d'impliquer d'autres professeurs du même programme pour peut-être pas nécessairement avoir le même type de cours, là, mais pour intégrer un petit peu d'éléments plus avec plus de médias sociaux, plus de souplesse, plus de
de briser un petit peu plus la structure hyper traditionnelle qu'il y a dans les autres cours. Parce que ça, évidemment, c'est un gros problème. Parce que l'étudiant se retrouve en situation où, bon, il est en cours, il veut bien étudier, il veut bien embarquer dans des choses comme ça, mais il veut surtout avoir des notes, hein, il veut passer, il veut arriver avec un bon rendement. Et c'est là qu'ils ne savent plus exactement sur quel pied jouer, là. Ils veulent le faire, mais d'un coup, ils se trompent, puis qu'est-ce qui va arriver, parce que c'est important pour leur formation. Ces étudiants-là étaient en fin de programme, donc c'était déterminant pour leur fin de formation. Ils étaient pour avoir leur diplôme bientôt. Donc ça, c'est aussi un aspect qu'eux autres calculent dans leur intention. Donc, le fait d'être isolé, d'être trop... premièrement, c'était un cours extrêmement différent de ce qui se faisait habituellement, mais qui était à peu près unique. Donc, et ça joue certainement, à mon avis, ça a un gros impact auprès des étudiants. Et je pense que vous avez raison là-dessus. Il faut penser à ça. Il faut avoir quelque chose d'un peu plus large. Il faudrait avoir certainement une ouverture plus qu'à un niveau. Il faudrait avoir idéalement quelques autres cours qui les amènent aussi, qui les introduisent à ce genre de présence. J'appellerais ça une présence pédagogique, présence d'apprentissage qui est différente en classe, je parle bien, qui est différente par rapport à ce qu'ils sont habitués de faire. Merci beaucoup. Excusez-le, juste vous ajouter que je viens de me souvenir qu'il y avait un deuxième aspect dans la question. Non, il n'y a absolument pas de réforme ici, il n'y a rien dans ce style-là. C'est juste des cours. Il y a certainement des expériences de cours hybrides, des choses comme ça, mais donc il n'y a pas un mouvement dans ce sens-là, particulièrement ici. Merci beaucoup. N'hésitez pas tout autour de la table à lever la main sur Adobe pour soit partager une idée, une réaction, une réflexion ou une expérience que vous avez eue. Nous sommes là pour ça. Il y avait une question sur le chat qui se lit comme suit. Est-ce que l'information dans les médias sociaux a une valeur scientifique approuvée par tout le monde? Je joindrai à ça, puis je retournerai à vous, Carole, là-dessus. Je joindrai à ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec les médias sociaux, mieux ou différemment de ce qu'on fait avec des façons de faire, disons, plus traditionnelles ou plus convenues dans l'enseignement-apprentissage? Je voudrais voir la question parce que je ne suis pas sûre de quoi on parle. OK. Est-ce qu'une formation de médias sociaux a une valeur scientifique? Je ne suis pas certaine de quoi on veut parler. Est-ce qu'on on se demande si c'est démontré que enseigner avec les médias sociaux est valable? Je ne sais pas. Monsieur, je me permets de vous interrompre. Monsieur ou Madame Nguyen, je ne sais pas, je n'ai pas votre prénom. Est-ce que c'est possible de simplement prendre le téléphone et faire caresser juste pour préciser votre question? On pourrait étoffer une réponse un peu plus large. Caresser pour enlever la sourdine, si vous le pouvez. Ah, non, Allô? je viens voir. Oui. Vous me suivez? Oui, tout à fait. D'accord. Lorsque je parle de la valeur scientifique, c'est au niveau de l'information qui est recueillie, par exemple, dans Twitter, dans l'information qu'on peut utiliser pour enseigner. Par exemple, si on dit que je peux prendre un exemple, dans Twitter, mon enfant vient me dire qu'il a vu que la ville de New York est, disons, très sale. Elle n'est pas praticable. Je lui dis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est juste, est-ce que... Donc là, j'étais confronté avec à mon enfant, mais en tant qu'enseignant, est-ce que si je présente une information comme ça venant de Twitter, est-ce que c'est un peu de cela que je parle pour dire la valeur scientifique de l'information?
Est-ce que ces médias D'accord. sociaux, est-ce que l'information contenue dans ces médias sociaux, en l'utilisant pour enseigner, pour éduquer, est-ce que ces informations ont une valeur approuvée par tous, par tout le monde? Comme on peut dire l'eau est formée de H2O, par exemple, ça c'est prouvé scientifiquement. Mais si dans Twitter, on met l'eau est une molécule d'hydrogène et puis 3 molécules d'oxygène et les gens discutent, mais est-ce que ça a une valeur scientifique? C'est correct? Est-ce que mes Oui, explications... tout à fait. La question concerne finalement la validation des sources. Voilà, c'est un peu cela. Carole, je vous laisse réagir à ça. Oui, premièrement, comme je l'ai précisé au début, dans l'expérience que j'ai faite, c'était pas d'aller chercher des informations sur Twitter du tout, mais plutôt d'en mettre. Donc, l'idée était ici d'être capable d'utiliser Twitter et justement, en apprentissant, en expérimentant dans un cadre comme ça, l'utilisation de Twitter ou d'Instagram, l'idée en arrière de ça, c'était aussi de les avertir jusqu'à quel point un message peut être, de quelle façon on peut interpréter le message. C'est très évident que si on parle de Twitter, de ce que vous me parlez là, de façon générale, vous allez sur n'importe quel compte Twitter, vous allez avoir tout, vous allez avoir rien. C'est pas des sources d'information, c'est pas des sources. D'ailleurs, c'est particulièrement Twitter, c'est pas une source d'information, c'est une source de communication. C'est un outil de communication. Donc, on échange des choses et bon, il y a toutes sortes de choses là-dedans, il y a toutes sortes d'avis privés. Il y a rarement des grandes discussions parce qu'on est quand même assez limité, là. Malgré qu'il y en a qui réussissent quand même à faire quelque chose d'assez bien, que je trouve absolument remarquable, comment ils peuvent passer des idées, mais ça, c'est vraiment un travail intensif. Mais non, c'est pas une source de renseignement scientifique dans le sens où vous l'appelez certainement, mais je pense pas en termes d'apprentissage, je pense que on doit positionner l'étudiant comme étant un usager, c'est-à-dire comme étant quelqu'un qui va utiliser Twitter, les médias sociaux pour communiquer, pour échanger et justement bien analyser que lorsqu'on reçoit un message, il faut savoir l'interpréter. Justement, en particulier Twitter, je parlais tout à l'heure des emojis, on va utiliser les emojis justement pour entrer dans le message et donner une forme un peu différente. Et c'est, à mon sens, tous les éléments de communication qui sont utilisés dans ce genre d'outils-là sont extrêmement importants à comprendre, à savoir c'est quoi leur effet, qu'est-ce qu'on est en train d'exprimer exactement et qu'est-ce qu'on est en train de recevoir exactement. C'est vraiment strictement à ce niveau-là que je pense qu'il faut considérer les médias sociaux, à mon sens. Merci beaucoup. On revient dans le fond à ce que vous avez mentionné, Carole, d'entrée de jeu, où vous voyez les médias sociaux comme un moyen d'expression des étudiants, beaucoup plus qu'une source d'information comme telle. Vous êtes dans le réseautage, dans le partage. Puis en passant, juste une petite note, l'emoji, puis là je ne le retrouve pas, je l'ai pas sous la main, mais ce que j'ai vu tantôt comme emoji, c'est ce que Apple a identifié comme étant, puis c'est en termes de centaines de millions, là, l'emoji le plus utilisé, celui qui est rire aux larmes, qui a déclassé d'autres types d'emoji qui étaient tout récemment en tête de liste. Est-ce que je vois des mains levées? Je n'en vois pas. Oui, excusez-moi, Michel Gariepi du CFD. Toujours Carissis, excusez-moi, oui, Carissis pour enlever la sourdine. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Michel. Excellent. Michel Gariepi du CFD. Nous, on enseigne surtout au secondaire, donc nos élèves sont de la majorité entre 15 à 17, des fois 18 ans. J'aimerais ça savoir peut-être, Mme Roy ou les autres participants, quel est votre point de vue à propos des médias sociaux pour les élèves du secondaire, dans le fond, parce que bien souvent, même si on voudrait utiliser Facebook, Instagram dans nos conseils scolaires, les conseils scolaires bloquent ces sites-là. Donc, on n'a pas même accès à ces sites-là. Donc, je pense qu'il y a Twitter qu'on peut utiliser, qu'on utilise. On a des logiciels comme Remind qui permettent un peu de communiquer avec
avec les élèves sans que personne sache nos numéros et ainsi de suite, numéro de téléphone, mais je ne sais pas quelle est votre opinion sur le sujet. Merci. Ben, personnellement, Facebook, je vais mettre ça très clair. Facebook, moi, personnellement, je ne suis pas sur Facebook et je n'irai pas sur Facebook. Bon. En termes de sécurité, pour moi, c'est quelque chose qui est barré. Bon, on a nos opinions là-dessus, mais j'ai trop vu de choses par rapport à Facebook pour... donc ça, c'est personnel. Alors, c'est évident que je ne demanderai pas à mes étudiants d'aller sur Facebook. S'ils veulent y aller vers leur choix personnel, c'est leur affaire. Mais moi, je l'encourage pas. Par ailleurs, ici, dans l'expérience que moi j'ai fait, au niveau de sécurité, pour des raisons sécuritaires, j'utilisais Twitter et Instagram, mais strictement à un niveau privé. Donc, on peut faire des groupes privés et ils n'ont pas accès à rien. Ils ne peuvent pas aller vers l'extérieur ne peut pas les voir, donc c'est un groupe privé. Évidemment, c'est plus limité parce que ça se limite à la classe. S'il y avait possibilité d'avoir une collaboration avec plusieurs classes, donc toujours de façon sécuritaire, là, ça serait bien. Mais personnellement, bon, peut-être parce que je connais un peu trop les ramifications justement comme du cours, je suis pas prête à dire aux étudiants d'aller sur le Twitter général public parce que ça me semble un petit peu aventureux. Mais bon, il y en a qui le font. Puis j'ai pas encore entendu parler qu'il y avait des gros drames qui se sont déroulés. Mais dans le cadre de l'enseignement, moi personnellement, j'obligerais pas un étudiant à aller vers un Twitter général. C'est pour ça que je les ai faites, les consignes, c'était d'ouvrir un compte privé. Évidemment, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut qu'ils te donnent accès, etc. Mais bon, tout le monde s'est bien débrouillé puis ça a bien fonctionné. Par ailleurs, il y a aussi, l'idée ici, c'est d'être capable d'apprendre à utiliser d'une façon orientée un média social, Twitter, Instagram, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a aussi qui sont privés, qui sont faites pour mettre dans un réseau interne. Donc ça aussi, si vous avez la possibilité d'avoir ça dans votre établissement, c'est une autre solution. Puis là, à ce moment-là, ça peut inclure plus qu'une classe, ça peut inclure peut-être un département au complet, dépendamment de la structure. Encore une fois, ça dépend de la conception pédagogique qui a été faite, comment on organise le cours, c'est quoi le scénario, c'est quoi l'organisation générale du cours. Mais il y a plusieurs éléments, mais définitivement en termes de sécurité, il faut faire attention. Il y a un aspect, pas de danger, là, mais il y a un aspect. Moi, je pense que le principal problème, c'est que les étudiants que j'ai vus, en tout cas, sont pas assez avertis. Moi, je vais sur Twitter, je vais sur Instagram, mais je suis beaucoup plus avertie. Alors, je vais essayer d'éviter les pièges, je vais essayer d'éviter des choses trop... je peux mettre les protections adéquates, tandis que si c'est les étudiants, on ne peut pas contrôler ces éléments-là. Donc, c'est à ce niveau-là, je pense que c'est un petit peu trop dangereux. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a des maisons d'enseignement, dont le Cégep à distance. Je ne pense pas y avoir personne du Cégep à distance ici aujourd'hui, si je me trompe, manifestez-vous, mais qui avait créé des environnements privés, justement, avec les différents réseaux sociaux. Donc, c'est des précautions qui sont prises par certaines maisons d'enseignement et qui ont sûrement leur place. Je me permettrais d'aller, on a actuellement de l'école branchée. Alexandre, je sais que vous êtes une organisation qui planche sur l'enseignement à l'ère numérique. Est-ce que sur la discussion d'aujourd'hui, il y a des éléments sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, excusez-moi, qui vous préoccupent dans ce que vous faites comme travail, si vous pouvez faire carré 6 pour prendre la parole. On aimerait ça avoir votre point de vue. Je crois que c'est la première fois que vous vous joignez au groupe aujourd'hui. Que vous êtes toujours là. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, donc merci. Nous, en fait, la mission qu'on poursuit avec l'école branchée, c'est vraiment d'outiller les enseignants
à faire usage des technologies de l'information, des communications pour favoriser la réussite des élèves. Donc, nous, on fait des veilles éducatives sur qu'est-ce qui se fait comme approche et on publie des articles vraiment pour outiller le mieux possible les enseignants. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font, mais je pense que ce qui revient, c'est tout ce qui est sensibilisation puis éducation à l'usage de ces médias sociaux-là. Donc, souvent, les élèves ont grandi avec ces réalités-là. Ils les connaissent, mais le rôle, après ça, de l'enseignant, c'est d'encourager un usage responsable et éthique de ces médias sociaux-là. Donc, peut-être que ça pourrait, je sais que le temps passe vite, peut-être que ça pourrait être des échanges qu'on a au sujet au niveau de la sensibilisation. Merci. Carole, une simple commentaire sur ce qu'il vient d'être dit? Je pense que on a parlé de sensibilisation, mais je pense que c'est... moi, à mon sens, il faut aller un petit peu plus loin que simplement de la sensibilisation, parce que, comme je l'ai mentionné, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que les étudiants qui étaient dans ma classe, c'était une vingtaine, ils étaient tous déjà allés sur Twitter. Puis, ils sont tous déjà là, puis ils s'échangeaient des Twitter. D'ailleurs, je leur ai dit pendant la classe, allez-y, idéalement, rester dans le réseau puis échanger, même pendant la classe, pendant les sessions en classe, il n'y a pas de problème. Puis on essaie de tout faire ça en même temps. Mais c'est habituel pour eux autres. L'idée ici, parce qu'on parlait de contexte d'apprentissage, c'est de le faire pas tellement de façon spontanée, mais de façon extrêmement orientée. C'est là où ça devient différent. Comment s'exprimer? C'est pas à ton ami que tu es en train de parler, là. Dans ce cas-ci, il y avait un rôle précis à jouer. Donc, c'était pour donner un message précis et très exact. Et il fallait pas, en principe, les compagnies, il ne faut pas qu'ils se trompent. Hein. C'est leur image publique là, qui en dépend. Donc, c'est à ce niveau-là, je pense qu'il faut dépasser simplement la sensibilisation, mais certainement s'assurer qu'ils comprennent bien les dangers, parce que ça, les étudiants qui étaient dans ma classe ont été très étonnés de voir certains aspects que j'ai soulignés avec eux autres au niveau des dangers et jusqu'à quel point les outils captent tout ce qui se passe dans les réseaux, dans l'Internet finalement. Et c'est de plus en plus gros. Les logiciels qui sont utilisés pour faire l'analyse de de tout ce que vous faites sur Internet sont immenses aujourd'hui. C'est excessivement puissant. Et c'est capable de prévoir, parce que maintenant, ils sont rendus non pas à simplement prendre les données, mais ils prévoient à partir de quelques mots, de quelques éléments que vous allez donner seulement, même pas une phrase complète, seulement quelques éléments, ils sont capables de prévoir la fin de votre phrase ou la fin de votre propos automatiquement, ayant raison la plupart du temps. Donc, c'est excessivement puissant et ça, il faut qu'on s'en rende compte, il faut qu'on sache quoi faire avec ça. Et donc, oui, la sensibilisation est beaucoup plus que ça. Il faut savoir, je pense, vraiment l'utiliser et vraiment comment communiquer et qu'est-ce que ça implique de communiquer, qu'est-ce que ça implique sur le réseau global public. C'est quoi le résultat de ça? Qu'est-ce qu'on laisse comme trace quand on utilise ces outils-là? Et on les utilise tout le temps. Et la trace qu'on laisse, c'est assez faramineux, c'est assez presque monstrueux, là, on dirait. Je vais me permettre une question. Dans votre cours, la sensibilisation ou la préparation que vous avez proposée aux apprenants pour qu'ils fassent un bon usage de ces médias-là, ça a été fait lors des toutes premières rencontres ou c'est un document complémentaire qui a été remis ou qui est venu s'ajouter au matériel de cours? C'est à moi que je devrais répondre à la question? Oui. Excusez-moi, Carole, oui. Non, il n'y avait pas ça du tout. C'était à l'intérieur, au fur et à mesure qu'on discutait, au fur et à mesure qu'ils étaient dans le Twitter, évidemment, c'est moi qui pouvais leur
poser des questions de sécurité, tu dis telle chose, est-ce que tu te rends compte que ça peut être interprété d'une autre façon? C'est moi qui les remettais en question, mais il n'y a pas eu d'élément d'apprentissage là, sur l'utilisation comme telle du média. Il fallait qu'il soit efficace dès le départ. Il m'avait déjà dit d'ailleurs qu'ils étaient des experts en médias sociaux. Donc, je dis OK, alors vous allez pouvoir rouler assez vite immédiatement. Et c'est ça aussi que je voulais comment je dirais, c'est pas provoquer, là, mais je voulais utiliser comme élément parce que, et leur faire comprendre que, oui, vous avez telle évaluation, mais regardez, il y a peut-être encore des choses beaucoup qui vous restent à apprendre. Ça faisait partie aussi du réveil là, que je voulais provoquer. Mais non, il n'y avait pas d'enseignement, comme je dis, c'était pas un enseignement sur les médias, mais avec les médias. Donc, il s'agissait de les utiliser. Et j'essaie de commenter au fur et à mesure. Parce que c'était pas la matière du cours. Parfait. Merci beaucoup. L'heure avance beaucoup, mais j'aimerais entendre parler, on parle évidemment de pratiques assez émergentes. Vous parliez d'un cours qui était différent des autres cours à faire dans le cursus dans lequel vous êtes intervenu, Carole, mais on a des gens de différentes universités, l'université de TÉLUQ, Sherbrooke, j'en oublie, je m'excuse, je ne vois pas la liste en détail, mais j'aimerais savoir s'il y a des expériences qui sont le mot est pas correct. C'est des cours qui sont à faire où on inclut l'utilisation de médias sociaux, puis juste savoir le pouls un peu de ce qui s'est passé ou de comment on a préparé ou amené ça aux étudiants dans un environnement où l'ensemble des cours ne fait probablement pas beaucoup appel, mais là je ne veux pas présumer, mais je pose la question soit à l'ETLUC, excusez-moi, l'Université de Sherbrooke, l'Université Laurentienne, c'est Boriana, vous êtes là aussi. J'aimerais savoir une main levée ou simplement faire carré 6 pour enlever la sourdine, pour avoir un témoignage si vous avez eu des expériences de ce type-là. Dans tous les sites où il y a des universités qui sont, on a entendu parler de secondaire, de collégial. Du côté universitaire, on ne vous a pas entendu beaucoup aujourd'hui. Est-ce que vous aviez des témoignages à faire sur des expériences que vous menez ou que vous projetez mener à court terme? Il y a également l'Université de Moncton qui est avec nous, Michel. Oui. C'est Moncton, évidemment. Je m'excuse, je n'avais pas la liste par maison d'enseignement. J'en ai profité pour, dans le clavardage, souligner ce qui était une chaire qui est associée avec la TÉLUQ, la chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et aux droits humains. D'ailleurs, peut-être les gens de la TÉLUQ, est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a eu des cours d'accessibilité pour que les gens soient en mesure de travailler avec les médias, les étudiants? La TÉLUQ vient de lever la main, TÉLUQ Québec. Carré 6 pour enlever la sourdine par la parole. Oui, bonjour Alain, c'est Claire. Oui. Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Justement, je suis en train de raconter à un de mes collègues qu'on l'a utilisé dans le cadre d'un cours qui s'intitulait Enjeux légaux, éthiques et sociétaux des TI. Et on avait utilisé un forum Facebook et un groupe privé Facebook pour faire un forum. Et justement, sur le fait du marketing viral, un peu qu'on pourrait appeler, qui est fait via Facebook. Et donc, les gens avaient beaucoup de consignes en disant créez-vous un compte autre que votre compte privé, premièrement, avant de vous joindre à ce groupe Facebook. Et ça a amené des enjeux, justement, qu'on aurait voulu éviter, là. Donc, des gens qui sont fait solliciter. Ça arrive seulement une fois, mais on est obligé d'abandonner l'idée de Facebook. Donc, je comprends un peu les réticences de Carole en ce sens. Mais c'était quand même... fallait toujours... En fait, on l'a utilisé dans l'idée d'avoir une intention pédagogique qui était de montrer aux gens l'utilisation des médias sociaux et voir justement les enjeux qui avaient reliés à ça. Donc, c'était vraiment le but du cours, c'était de leur faire comprendre ça. Donc, on a utilisé pour une activité, vraiment une petite activité seulement, d'échange autour de l'utilisation justement de Facebook pour la sollicitation au niveau du marketing viral. Mais on a pu constater qu'il y avait
que les étudiants ont assez vu qu'il y avait d'autres enjeux et que justement, on se met dans l'époque aussi, là, ça fait quand même 5 ans de ça, donc Facebook n'était pas presque à niveau zéro, au niveau sécurité, on s'entend, là, ils ont rajouté quand même plusieurs couches de sécurité depuis, mais ça a quand même aussi emmené certaines réticences là, après ici à l'utiliser de nouveau. Je ne sais pas s'il y a d'autres initiatives par d'autres profs, je ne suis pas au courant, mais ça, je veux juste le partager avec vous. Merci infiniment. On arrive à 13h, 13h01 en fait. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? On pourrait en prendre une dernière si c'est quelqu'un qui se manifeste. On se rend compte que c'est des pratiques qui sont assez émergentes, mais ce que je retiens pour beaucoup, c'est qu'on cherche à utiliser de nouvelles solutions pour répondre à des besoins. Et si on répond à des besoins, déjà, on est dans la mire de ce qui doit être visé. Je retourne ici à la liste, voir s'il y a des mains levées. Sur le chat, je ne vois rien de nouveau non plus. Alors, 13h02, je remercierai Carole, un immense merci pour le partage d'une expérience qui est singulière, mais qui est très parlante. Et je suis persuadé que dans nos différents milieux, on va pouvoir échanger ou voir, tout au moins discuter de la pertinence ou de l'idée d'avoir recours à différentes technologies. Est-ce que ce sont des plateformes technologiques ou des médias? Je pencherai plus du côté des médias, mais je vais laisser à chacun le choix de choisir son penchant. Je vous laisserai le mot de la fin, Carole, puis on passerait à aller après pour ficeler les dernières ficelles de cette rencontre d'aujourd'hui. Ben moi, je pense que la dernière chose que je voudrais dire, je souhaite énormément qu'on ait plus ce genre d'expérience-là. Je pense que, surtout avec ce que j'ai vu auprès des étudiants, jusqu'à quel point ils étaient mal avertis par rapport à l'implication d'utiliser des médias sociaux et comment ça fonctionne, etc. Je pense que, compte tenu d'où on en est, les médias sociaux sont là pour rester et même augmenter. Donc, je pense que ça devient extrêmement important si on a toujours le principe d'en faire des citoyens avertis, des citoyens qui fonctionnent bien dans la société. C'est ça, la société aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut vraiment axer là-dessus. Et on est mieux, il me semble qu'on est mieux de commencer dans un contexte un peu plus contrôlé, mais tout en laissant beaucoup de liberté, mais au moins contrôlé au niveau sécurité, en tout cas. Et ça donne, à mon sens, je pense que ça devient important de leur donner ces moyens de communication-là, parce que c'est vraiment ce que c'est. C'est un moyen de communication et il faut absolument être capable d'utiliser de façon appropriée. Autant où c'est aussi important, à mon sens, que c'est un langage en soi, comme le français peut être important, comme apprendre l'anglais peut être important pour savoir communiquer. Donc, je pense que ça s'inscrit à l'intérieur de ça, dans la grande idée de l'éducation de façon générale avec un grand E. Là. Voilà. Merci avec un grand M pour cette contribution inspirante. Vous mentionnez les chargés de cours, oui, les concepteurs pédagogiques, les profs, tous les acteurs qui sont impliqués il y a des façons de faire, et si on vise toujours les besoins et des façons nouvelles et attractives de répondre à ces besoins-là, mais ça nous fait de la matière de plus à mettre dans notre boîte à outils. Alain, je te laisserai conclure sur ces quelques mots. Un gros merci à Carole pour son implication pour la formation, le généreux partage d'informations, la disponibilité à prendre avec les médias sociaux en formation à distance. Merci à notre animateur pour nos tables d'échange, Michel Richer, et l'homme de l'ombre, François Dallaire du CEDAF, qui s'occupe du lien vidéo. Et parlant de lien vidéo, si vous voulez le clavardage intégral, le document d'appoint, le lien vidéo, contactez le REFAD, refad@sympathico.ca, l'adresse qui a été soulignée dans le clavardage. Vous avez des questions supplémentaires, des suggestions, des commentaires, vous voulez rejoindre Mme Roy ou faire circuler l'information, abuser du réseau, on est là pour ça, ça nous fait plaisir. Sinon, je vous souhaite à tous bonne fin d'après-midi. Merci encore pour votre présence et un énorme merci à tous ceux qui ont participé, qui ont échangé dans cette table d'échange technopédagogique. Merci encore, bon après-midi. Merci.